Oh oui, mes amis, bienvenue dans cette nouvelle TLR Stories dans laquelle je vais vous expliquer en détail comment la WWE m'a repéré et par la suite est rentré en contact avec moi pour effectuer les essais ou tryouts de novembre 2011 à Liverpool en Angleterre, durant lesquels j'ai pu obtenir un contrat avec la compagnie de Stamford. Ça a été un processus qui m'a pris plusieurs années et qui a, en réalité, commencé dès le début de ma carrière en 2006, dès ma formation officielle chez Lance Storm à Calgary, dans l'Alberta, au Canada. Lance Storm est un célèbre catcheur canadien à la magnifique carrière. Ancien champion intercontinental, champion du monde par équipe WWE, seul et unique triple champion de l'histoire de la WCW, légende de la ECW, coach en chef à un moment donné de la OVW, l'ancien territoire de développement de la WWE. Il avait ouvert son école de catch, la Storm Wrestling Academy, en 2005. Or, personnellement, j'avais toujours voulu m'entraîner à Calgary, à la base dans le dungeon de la famille Hart. Pourquoi ? Parce que cette école avait formé une de mes idoles, Bret Hart, mais aussi son frère Owen, Chris Jericho, Chris Benoit et aussi Lance Storm parmi tant d'autres. Et quand j'étais enfin prêt à me lancer à 100% dans le catch à 22 ans en 2006, le dungeon avait fermé ses portes. Mais l'école de Lance, elle, avait ouvert un an plus tôt, en 2005. Et donc c'était le parfait substitut. D'autant plus d'ailleurs que sur le site internet de la Storm Wrestling Academy, encore disponible aujourd'hui d'ailleurs, les endorsements ou avis favorables de toutes les légendes du business comme Jim Ross, Steve Austin, Edge, Chris Jericho, vis-à-vis du talent et de la réputation de Lance, en faisaient probablement la meilleure école de catch au monde à l'époque. Et c'est donc en septembre 2006 que je me suis envolé pour Calgary pour commencer à réaliser non pas mes rêves, mais mes objectifs. J'ai toujours tenu à insister sur la nuance. Je partais dans l'idée de faire la meilleure des impressions possibles sur mon futur coach, car je savais que si je réussissais, il pourrait m'aider à avoir accès aux plus grandes fédérations au monde, aux États-Unis ou au Japon. Mais pour ça, je devais lui montrer que j'étais passionné et que je travaillais dur. Alors pour me préparer, j'avais pratiqué pendant des années la lutte libre et gréco-romaine au Lutte Club de Nice. J'avais effectué déjà quelques stages de catch en France en 2004 et en 2005. Et surtout, j'avais découvert la méthode d'entraînement Combat Conditioning de Matt Fury. Dans ce livre, Matt Fury y dévoilait les exercices de conditionnement physique spécial sport de combat, tels que le légendaire Karl Gotch lui avait montré. Ces méthodes d'entraînement, utilisées dans tous les dojos de catch japonais, m'ont permis d'avoir une condition physique exceptionnelle. Je faisais tous les matins 500 Hindu squats, chaque jour des centaines de pompes, des tractions, et mes pontées étaient absolument incroyables. Si bien d'ailleurs qu'une fois chez Lance et que la formation était déjà bien avancée, ce dernier m'avoua environ à la moitié de la session d'entraînement, qui devait durer 12 semaines d'ailleurs à la base, et sur laquelle je reviendrai plus en détail dans une future TLR Stories, il m'avoua que mes souplesses de lutte étaient parmi les meilleures qu'il avait jamais vues dans le catch. Mes amis, quel compliment pour un jeune de 22 ans. Cela me motivait encore plus, et malgré les douleurs, les sacrifices à faire, et les hauts et les bas, je lâchais rien. Et dès la fin de la formation à Calgary en décembre 2006, je cherchais déjà un moyen de repartir à l'étranger, notamment aux États-Unis, pour continuer à progresser et tisser un réseau de relations et de contacts internationaux dans le business. Parce que c'est comme ça que ça marche, mes amis, le catch. Il faut être bon, mais il faut avoir aussi assez de contacts pour réussir. De septembre 2007 à juin 2008, j'ai alterné entre le Canada et les États-Unis. Je m'entraînais tous les jours, aussi bien en catch qu'en musculation. Il est important d'ailleurs aussi de noter qu'à ce niveau de ma carrière, signer avec la WWE n'était ni un objectif, ni même quelque chose que j'envisageais. Mon but était plutôt de décrocher une place dans un dojo au Japon, où ils acceptaient plus facilement les gabarits de taille moyenne avec un passé de sport de combat, comme moi, ou comme par exemple un modèle pour moi à l'époque, Fergal Devitt, surnommé aujourd'hui Finn Balor.
C'est d'ailleurs pour cela que je m'étais rapproché de NWA Pro en Californie et que je m'entraînais donc là-bas très régulièrement avec Rocky Romero, Carl Anderson ou encore TJ Perkins. Et c'est donc lors d'un de ces séjours en Californie, à l'approche de l'été 2008, que ma vraie première expérience WWE est arrivée. Je découvre un jour sur internet que la WWE prévoyait 5 enregistrements télé en Californie début juin 2008. Alors oui, désolé. Pour ceux qui ont regardé la TLR Stories précédente sur Vince McMahon, j'ai dit mai 2008. J'avoue, my bad. Autant pour moi, je plaide coupable. Les tryhards, c'était la première semaine de juin 2008. Et donc, quand je vois ces 5 tryhards, immédiatement je contacte Lance par email et je lui demande s'il peut contacter l'office ou quelqu'un dans l'office de la WWE pour savoir s'il recherche à tout hasard des talents locaux pour faire extra. Car comme j'étais en Californie et que je rentrais en France à la fin du mois, cela aurait été une magnifique façon de finir cette année passée en Amérique du Nord. Très rapidement, Lance revient vers moi et me dit que son contact peut me mettre sur les 5 enregistrements avec mon pote d'entraînement Lee Coyle, lui aussi formé dans le même camp d'entraînement que moi 2 ans plus tôt en 2006. Mes amis, c'est incroyable. À même pas 2 ans d'expérience dans le business, je vais être backstage 5 fois d'affilée pour des enregistrements de Raw et de SmackDown aux États-Unis. Alors franchement, même si j'y crois pas trop, une partie de moi espère quand même un miracle et taper dans l'œil des officiels de la WWE et gagner un contrat. Alors ces tryhards, bon si on peut les appeler comme cela, ont été franchement mes amis une expérience surnaturelle. Franchement, raconter tout ce qui s'y est passé ou comment je les ai vécus, ça ferait durer cette vidéo plus d'1 heure. Donc je suis obligé de faire une sélection et de faire une synthèse. Donc, on était censé aller dans l'ordre à Raw lundi, puis SmackDown mardi, puis 3 jours de break, où je serais retourné où je vivais à San Bernardino, pour ensuite repartir vers San Francisco pour 2 SmackDown préenregistrés avant une tournée en Australie, les samedis et dimanches de la semaine, puis Raw encore lundi d'après. Et pour ceux qui ont regardé la TLR Stories numéro 3 avec Vince McMahon, le tournage de la pub de Gillette, c'était le mardi matin, le lendemain de Raw. Alors déjà, on arrive le premier jour à Raw, à Bakersfield, à côté de Los Angeles, le 2 juin 2008. Dès le début, on est accueilli par un John Laurinaitis, très souriant, très chaleureux, qui nous serre la main à tous les extras et nous dit en souriant et de façon très encourageante, alors je vais refaire sa voix, Guys, I want you to watch my show and at the end of it, if you tell me how I can make more money with you, you will get a job. Alors grosso modo, ça veut dire, sans refaire sa voix maintenant, les gars, je veux que vous regardiez mon show, et quand celui-là est terminé, si vous arrivez à me dire comment je peux faire plus d'argent avec vous, vous aurez un boulot. Boum, mes amis, le ton est donné, et cette phrase est restée dans ma tête pour les 8 jours qui ont suivi. Je cherchais coûte que coûte quoi dire pour convaincre cet homme de me signer. Maintenant, j'ai vite découvert à quel point les vestiaires de la WWE, en tout cas à l'époque, étaient traîtres. Parce que autant Johnny Ace, John Laurinaitis, a été super souriant pour ce premier contact, autant il a été absolument abominable sur tous les autres shows. Il passait à côté de nous, sans même nous regarder, faisant semblant d'être au téléphone, ou parfois même changeant de direction s'il nous voyait au bout du couloir. D'ailleurs, beaucoup de superstars WWE aussi nous regardaient d'un mauvais œil, comme si on était là pour prendre leur boulot. Ce qui était quand même le cas en fait. C'est d'ailleurs lors de ces essais que JBL, John Bradshaw Layfield, nous avait crié la célèbre histoire TNA, 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 parce que tous les extras étaient plutôt des poids moyens que des vrais poids lourds, sous-entendant que nous aurions plus de chance avec la Total Non-Stop Action. Des superstars WWE, franchement, seuls MVP et Mr. Kennedy ont été cool avec nous. MVP, Montel Vontavious Porter, faisait l'effort de nous appeler par nos prénoms et il nous a serré à tous la main. Et Mr. Kennedy, quant à lui, est carrément venu nous parler 5 minutes dans le placard à balai qui nous servait de vestiaire pour nous dire qu'il lui avait fallu une bonne demi-douzaine à lui de tryhards pour être signé. Et que donc, si cela ne marchait pas cette fois, il ne fallait pas désespérer. Franchement, c'était très classe de sa part. Il n'avait pas à le faire et c'est le genre de petit truc qu'on n'oublie jamais. D'ailleurs, j'en avais reparlé avec MVP en Turquie, avec la Turkish Pro Wrestling, TPW aussi, en 2018. Et je l'avais remercié pour sa gentillesse 10 ans plus tôt. Et sa réponse,
très classe avait été « Tom, I treat anyone the way I want to be treated ». Grosso modo, en français, « Tom, je traite tout le monde la façon dont j'ai envie d'être traité. Respect total, monsieur ». Aussi, une autre anecdote marrante, j'avais aussi croisé un jeune Dominic Mysterio qui n'avait que 11 ans à l'époque dans les vestiaires. En fait, il se baladait dans les vestiaires, tout seul. Et un des gardes de la sécurité, ne le connaissant pas, l'arrête et lui demande ce qu'il faisait là, parce que c'était un gamin. Et alors là, il y a un des officiels de la WWE qui est intervenu pour lui dire « Non, non, c'est bon, il n'y a pas de problème, il est avec nous ». Et donc le garde a laissé partir Dominic. Et moi, j'étais juste à côté de la scène, les amis. J'étais juste à côté de la scène. Et je vous jure que j'ai entendu le petit Dominic à 11 ans marmonner en s'éloignant « Don't you know that I'm Rey Mysterio's son ?» Et je pense même qu'il y a, enfin c'est pas je pense, je sais qu'il y a eu une insulte après coup. Grosso modo, il disait, enfin il n'a pas osé le dire au garde, mais en s'éloignant, il disait « Espèce d'imbécile, tu sais pas que je suis le fils de Rey Mysterio ?» À croire que déjà à l'époque, il avait tout pour être il. Et bref, qu'ai-je tiré de ces essais? Parce qu'en fait, on est monté sur le ring un peu, on a fait quelques séquences de catch avec John Morrison ou encore Jamie Noble, mais rien de bien exceptionnel ou vraiment formel, contrairement à ceux de Liverpool en 2011. Et donc, ce que j'en ai tiré, eh bien, c'était que j'étais vraiment pas prêt pour la WWE en 2008. J'ai vite compris que pour être une superstar WWE, il fallait vraiment présenter un look de star, être excellent dans le ring et surtout avoir une aura autour de vous qui attire l'attention. Bref, vous devez être convaincu que vous êtes prêt et que vous êtes au bon endroit à la WWE. Et c'était pas le cas pour moi à ce moment-là. D'ailleurs, c'est exactement ce que j'ai dit à Laurinaitis à la fin du dernier Raw. J'ai réussi, à la fin du show, à le coincer au détour d'un couloir. Et j'avais la ferme intention de ne pas le laisser me glisser entre les doigts. Je me suis mis à lui parler, alors qu'il s'arrêtait même pas pour m'écouter. Il était en train de marcher. Et peu importe, j'avançais avec lui, je sortais mon texte, que j'avais presque appris par cœur, je le remerciais pour l'opportunité et que je voulais répondre à sa question qu'il nous avait posée la semaine précédente. Et là, à un moment, je le vois ouvrir une porte, rentrer dans une pièce, et là, je vous jure, je suis persuadé qu'il va me fermer la porte au nez. Et non. D'un signe de tête, il me dit de rentrer, et il s'écroule dans un fauteuil. Épuisé, il me dit « Allez, vas-y, je t'écoute. Comment je peux faire plus d'argent avec toi ?» Et là, c'est mon moment. Je joue carte sur table. Je lui avoue que si un jour je dois bosser pour la WWE, je veux atteindre le sommet. Et que je sais que je suis un petit gabarit, mais, et là il me coupe direct la parole. Et il me dit « Never let anyone tell you that you're too small to do something. Look at Rey Mysterio. » Traduction, ne laisse jamais personne te dire que tu es trop petit pour faire quelque chose, regarde Rey Mysterio. Alors mes amis, on peut dire ce qu'on veut de John Laurinaitis, avec toutes les affaires et les histoires dans lesquelles il est, mais ce soir-là, avec ces mots, il m'a boosté le moral comme jamais. Mais j'ai quand même continué et je lui ai dit que je n'étais pas prêt pour la WWE. Mais que si jamais il voulait me redonner une chance dans quelques mois, j'allais retourner en France, m'entraîner très dur, aussi bien à la salle que dans le ring. Parce que bon, mes amis, quand même, précisons qu'à ce moment-là, j'étais pas loin des 100 kilos, hein, donc pas très dessiné. Rien à voir avec la condition physique que je présente dans les TLRAM, qui ont commencé à être tournés d'ailleurs quelques mois après cette aventure. Donc on en est resté là. Mais j'ai donc compris assez chaud ce sur quoi il fallait que je bosse pour les mois, voire les années qui allaient suivre. En plus, j'étais dorénavant sur le radar et dans les fichiers de la WWE, donc la motivation était double. Et enfin, aussi, quand même, précisons, cette semaine à la WWE en juin 2008 m'a permis d'effectuer ma première apparition télé, WWE, backstage, derrière un MVP qui allait vers le ring pour son match. Enfin, mes amis, la dernière étape qui m'a permis de convaincre la WWE de vraiment me donner ma chance a été le célèbre, bon, en tout cas célèbre dans ma carrière, show télévisé World of Hurt. Et là encore, grâce à Lance Storm. Ce show méritera à lui tout seul une TLR Stories entière. Mais dans les grandes lignes, en décembre 2010, pendant 3 semaines, on a filmé avec Lance Storm et une boîte de production à Calgary une série de documentaires de 10 épisodes sur l'entraînement avancé en catch des 10 meilleurs élèves qu'il n'a jamais eu. Quand Lance m'a proposé le projet en été 2010, ce n'était franchement financièrement pas très intéressant pour moi.
Mais par contre, quand il m'a dit qu'il s'assurerait que la WWE jette un coup d'œil dessus, j'ai accepté direct. Mon objectif, dès le début, était de voler la vedette à tous les autres participants, et c'est là que le personnage du French Stallion est né. Les talents français étaient arrivés. Oh oui, je n'oublierai jamais le premier jour de tournage où le réalisateur nous a dit que bon, certes c'est un documentaire, mais c'est aussi de la télé-réalité. Et que par conséquent, il leur fallait du drama, du divertissement, des personnages. Qu'à cela ne tienne, amigo, dès le début, j'ai balancé la sauce. J'ai augmenté le volume à 300% et cela a donné une telle prestation en tant que French Stallion et talent français que Brian Alvarez du Figure 4 Weekly, un des plus grands sites et podcasts d'actualité du catch à l'époque, a adoré le show et surtout mon travail dedans. Lors de la diffusion de l'émission au printemps 2011, Alvarez, à chacune de mes apparitions, me faisait mousser de façon presque à me faire rougir. On avait d'ailleurs même fait une interview par téléphone depuis la France vers son show radio aux États-Unis, une première pour un catcheur français à l'époque. Bref, les Dirt Sheets, même si je les porte pas trop dans mon cœur aujourd'hui, elles adoraient les talents français dans World of Hurt à l'époque. Lance m'avait aussi précisé d'ailleurs qu'Edge regardait le show et que j'étais son personnage préféré. Encore une fois, mes amis, je vous ferai une TLR Stories consacrée entièrement à ce show World of Hurt. Mais le fin mot de l'histoire, c'est que quelques semaines après la diffusion au Canada et aux États-Unis donc de ce show World of Hurt, lors d'un week-end sur la route avec la Wrestling Stars, la WS en France, Mikey Whiplash, un catcheur anglais que vous pouvez voir en action contre moi dans un super match dans la TLRAM numéro 8, me dit qu'il avait vu Drew McDonald la semaine d'avant sur un show en Angleterre et que Drew lui avait demandé s'il me connaissait ou s'il avait entendu parler de moi. Alors là, mes amis, arrêtez les machines. Arrêtez les machines. Drew McDonald, qui a depuis malheureusement décédé, rest in peace, Drew, était à l'époque le scout de la WWE pour les talents européens. C'était un catcheur à l'ancienne, très proche de William Regal et Fit Finlay, contre qui il avait catché pendant des années, et maintenant il était chargé par la WWE de trouver les meilleurs talents européens pour les amener faire des tryouts lors des shows TV en Europe. C'était d'ailleurs Drew McDonald qui avait été responsable pour la signature de gars comme Sheamus, Wade Barrett ou même encore Drew McIntyre. Et donc, cette légende européenne voulait entrer en contact avec moi. Mikey Whiplash me donne son email, j'attends une semaine ou deux et je décide de le contacter mi-mai 2011. Le reste, mes amis, là encore, c'est dans les livres d'histoire. Il me demande très rapidement si je souhaite faire des essais pour la WWE et je réponds que non, pas du tout, ça m'intéresse pas. Non, bon, je rigole bien sûr, hein, je réponds que oui, bien évidemment. Et il me dit de le recontacter en octobre, donc 4 mois plus tard, pour qu'il me mette sur la liste des extras pour les enregistrements TV WWE de novembre 2011 à Liverpool. Et la suite, mes amis, dans la prochaine TLR Stories. Non, mais sérieusement, en fait, il m'a jamais dit clairement qu'il avait souhaité me contacter par rapport à World of Hurt, mais mon instinct me dit que le timing était trop synchronisé. Et tant mieux d'ailleurs, et peu importe aussi, dans un sens. Parce qu'en fait, c'est ainsi qu'ont été mis en place mes essais de novembre 2011 en Angleterre. Maintenant, pourquoi avoir été aussi long? Parce que mes amis, je souhaite dédier cette TLR Stories et cette histoire tout simplement à mon mentor et ami Lance Storm, sans qui je n'en serais pas là aujourd'hui. Je dis toujours, vous savez, à des jeunes catcheurs d'aller apprendre le catch avec une personne qui a eu une belle carrière, numéro 1, et numéro 2, qui peut avoir facilement les contacts nécessaires pour faire avancer votre carrière si vous êtes assez bon. Lance a été très important dans tout le succès que j'ai eu et que j'ai encore actuellement dans le catch. Il m'a appris de solides bases et il m'a toujours mis en contact avec les bonnes personnes. Et pour ça, Lance, je te dis merci. Merci aussi à vous tous, mes amis, d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de la partager et de la commenter. La prochaine TLR Stories parlera du processus de signature d'un contrat WWE avec toutes les étapes que cela comprend et tel que je l'ai vécu après mes tryouts WWE de 2011. Et là aussi, mes amis, croyez-moi, cela sera une vidéo très bel esprit. Oh oui, on se retrouve bientôt sur la chaîne Tom La Rufa.